Bonjour François-Xavier. Bonjour Jean-Marie. Voilà, je voulais faire avec toi un peu mon débrief sur l'expérience Otilo Race, la course qui se déroule à Stockholm, l'archipel. C'est une aventure qu'on a commencé l'an dernier. Et moi, j'avais jamais fait de swimrun. Et donc, toi, tu m'as proposé gentiment de m'initier. Et je me souviens que tu m'avais donné un conseil. Moi, je fais du trail et de la natation, mais swimrun, je ne connaissais pas. Et ce qui m'avait surpris, c'était que au niveau entraînement physiologique, il m'a dit change rien Jean-Marie, tu fais tout, il suffit que tu gardes la forme comme tu fais, et après on travaillera autre chose, à savoir la technicité. Tu peux me dire un peu plus là-dessus? Oui, donc en fait le swimrun c'est bien à la base nager et courir. Donc à partir de ton expérience de faire du trail, bon, le terrain est très légèrement différent de celui où tu t'entraînes, mais c'est pas dramatiquement. Et la natation, la seule spécificité, c'est vraiment courir et nager avec les chaussures. Par contre, ce qui est vraiment différent, c'est les transitions. C'est-à-dire que les transitions doivent être extrêmement rapides, prendre le moins de temps possible. Et donc ça, c'est un aspect tout à fait spécifique au swimrun. Et pas seulement les transitions, juste se dire il y a le matériel à se préparer, mais c'est les ressentis, les sensations qu'on a. Oui, oui. Et je me souviens qu'on avait fait les premières sorties à la Ciotat, et j'étais très surpris, bon, les transitions évidemment, mais le matériel qu'il fallait avoir, parce que moi j'avais un sac et c'était juste pas possible. Le sac de trail c'est prévu pour une gravité qui va de haut en bas, et là on était à la verticale, à l'horizontale, et j'avais plein de freins aérodynamiques et c'était vraiment une grosse surprise. Oui, c'est un matériel quand même un petit peu spécifique. C'est vrai qu'il y a aussi des différences que quand tu es habitué, tu ne notes plus. Tu ne prends pas un sac à dos, par exemple, qui va faire parachute dans l'eau et qui va complètement t'arrêter. Et il y a aussi le fait que moi je sortais de l'eau, j'avais besoin de refermer mon sac, de remettre mes chaussures. Et alors que toi ça paraissait vraiment fluide, comme si tu avais tout pensé. Et je pense que c'est vraiment un facteur qu'on ne se rend pas compte, c'est le temps de transition que toi tu mettais extrêmement rapide par rapport à moi qui mettait, je dis pas, c'est un facteur 10 presque. Oui, ben, moi je me rappelle en particulier une séquence à la Ciotat où on s'était préparé en courant, tu étais absolument prêt, tu avais tout, tu avais bonnet, lunettes, on arrive à la plage et je t'avais dit, bon là je te préviens, je vais faire une transition vitesse normale. Et donc je suis arrivé à l'eau, je me suis mis à l'eau, j'ai couru, j'ai nagé. J'ai nagé à peu près 50 mètres, je me suis retourné pour te regarder et tu étais toujours sur la plage. À regarder, je me mets à l'eau doucement. Donc ça, effectivement, par exemple sur l'Otilo, ça va prendre plus d'une heure sur l'ensemble de la course, quoi. Une heure perdue uniquement à se préparer, quoi. Une heure sur une dizaine d'heures de course. Ouais, ça fait quand même un pourcentage énorme. D'accord. Et donc, on a passé combien de temps ensemble pour on va dire, optimiser ça, à se connaître aussi, parce qu'il y a vraiment aussi l'aspect, comme ça se court en binôme, il faut se connaître, un peu connaître les forces et faiblesses des uns et des autres, la vitesse de nage, et combien de temps il a fallu pour qu'on soit prêt d'après toi? Moi je peux pas trop dire, mais... J'ai du mal à dire parce qu'on a quand même pas mal fait de trail ensemble. Donc déjà au niveau de la vitesse de course à pied, je crois qu'on savait bien où on était. On savait qu'on était très compatibles, qu'il n'y avait pas vraiment énormément de travail à faire. Par contre, j'ai du mal à rappeler combien de séances on a fait, mais on a fait des séances progressives aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, les premières séances, c'était juste reprendre l'habitude de sauter à l'eau, nager et pouvoir recourir et ainsi de suite. Et puis petit à petit, on a progressé à nager vraiment plus ensemble, à trouver notre rythme. Les transitions sont venues aussi plus tard et petit à petit, on est allé crescendo pour monter en puissance. On est monté en puissance. Et je me souviens qu'on a peut-être fait du hasard, on a eu une eau assez froide qui ressemblait à l'Otilo, et on a eu des vagues qui ressemblaient à l'Otilo. Et notamment, je dis pas qu'on était en danger, mais on était dans une situation qui mettait en dehors, enfin moi personnellement, de ma zone de confort. Donc ça a joué beaucoup parce que on sait si le binôme est prêt à t'aider ou pas. Donc moi ça m'a franchement aidé de savoir que dans certaines conditions, tous les deux on panique pas. Tu vois, on sait que on a une certaine tolérance à l'engagement. Et ça c'était important d'avoir ça tous les deux avec les vagues notamment du côté
Ouais, non, il y avait une séance où on est allé, on était dans les vagues et avec des surfeurs qui nous regardaient, je sais pas si tu te souviens, avec des airs un petit peu ahuris, mais on nageait dans les vagues de surfeurs et on était confortable. Et effectivement, on a eu des conditions assez similaires à La Ciotat. Mais si tu te souviens, une des séances justement à cet endroit-là, on avait poussé un petit peu plus loin et c'était dur, on avançait difficilement en nageant. Et c'est très bien qu'on ait eu ça. Si on avait fait que de l'entraînement, par exemple en lac, on aurait pu avoir des mauvaises surprises en arrivant sur de la mer un peu agitée. Oui. Parce que le swimrun ne s'arrête pas parce qu'il y a un petit peu trop vague. Il y a des triathlons qu'on ne démarrerait pas dans des conditions où on nage en swimrun. Il y a un détail qui me revient à l'esprit quand on parle de ça, c'est notamment quand on devait aborder sur des rochers, et la mer était assez formée. Et on devait se rapprocher des rochers en prenant justement la bonne vague pour aller sur les rochers. Et quand on s'agrippe, et si on n'arrive pas à s'agripper des premiers coups, il faut se laisser repartir et pas résister. Et le fait d'avoir compris tout cela, ça rend vraiment l'expérience plus... ça donne plutôt confiance, on va dire, parce qu'on a vécu une certaine dangerosité et qu'on a bien réagi, on sait comment aller au large si on sent pas en forme pour accoster comme il faut. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, si ça passe bien, je me sens prêt. Toi, à quel moment tu t'es dit qu'on était à peu près prêt? À la fin de la course. Non, je crois que tu sais jamais si t'es absolument prêt. Mais c'est vrai qu'il y avait des passages un petit peu critiques, comme cette nage dans les vagues, ces accostages dans les rochers, où tu valides un certain nombre de choses, tu dis ok, bon, c'est bon, là ça va passer, si on se retrouve dans cette situation-là, on est bon. Mais je disais en rigolant à la fin de la course, mais c'est vrai, parce que ces courses longues, tu sais que tu vas commencer, tu sais que tu t'es préparé, mais tu sais jamais que tu vas finir. Et ça crée une dynamique, une ambiance aussi, qui permet un respect de tout le monde, quoi. Du premier au dernier, tout le monde sait qu'on s'est préparé, mais personne ne peut garantir qu'on va finir, quoi. Et oui, le petit sel de l'incertitude. Absolument, oui. Moi, je trouve que ça fait absolument partie du jeu, quoi. Il y a une petite, il y a un engagement, il y a un petit challenge, il y a un petit aspect d'aventure où c'est la nature, et la nature peut te présenter n'importe quoi. Un jour, ça peut être l'eau froide, ça peut être à notre îlot, on avait eu beaucoup de courants, par exemple. Bon ben, il faut gérer ça.